Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir avec bonheur dans quelques instants. Ce n'est pas un coup de baguette magique, mais un simple coup de téléphone qui a fait de vous la fée des enfants. Vous touchez désormais une 4e génération d'enfants dont vous demeurez moralement la benjamine. Vous faites votre retour dans une comédie musicale culte, Le Soulier qui vole, une façon symbolique de donner des coups de pied bien mérités à ceux qui ont tenté en vain de transformer vos rêves en cauchemars. Bonjour Chantal Goya. Bonjour Jacques. Eh oui, vous êtes là encore, vous étiez dans les clés d'une vie voici 2 ans, vous revenez parce qu'on a encore plein de choses à dire et vous revenez avec ce Soulier qui vole dont on va parler dans quelques instants, qui va débuter au Palais des Congrès, qui va être une grande tournée dans toute la France. Mais le principe de l'émission, c'est quand même de revenir sur votre carrière à travers des dates clés. Avec plaisir. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 10 mai 1975, un soir, un numéro 1 où il y a cette chanson. Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras, si ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera. Alors c'est vrai que cette chanson, ça a été le porte-bonheur et ce n'est par hasard un soir pour remplacer une chanteuse, je crois, Chantal Goya. Oui, c'était un numéro 1 de Jean-Jacques Debout. Et il manquait que la principale amie de Jean-Jacques et vedette, qui était notre belle, magnifique Brigitte Bardot, ne pouvait pas venir parce qu'elle était grippée. Alors Mariti et Gilbert Carpentier, surtout Mariti m'a appelé, elle a demandé à Jean-Jacques, est-ce que Chantal est libre? Je sais qu'elle s'occupe de ses enfants, mais fais-moi le plaisir de lui écrire une chanson, qu'elle vienne vite au studio. Et moi, évidemment, j'ai chanté cette chanson pour faire plaisir à Mariti et à toute l'équipe. Et cette chanson a été écrite en quelques heures. Je crois que c'était un souvenir de votre grand-mère. Oui, maman et ma grand-mère, sont nées en Martinique, à Fort-de-France. Maman un petit peu plus loin, à Trinité. Et puis Jean-Jacques m'a dit, mais j'ai envie de t'écrire l'histoire d'une maîtresse d'école qui quitte les îles. Et à un moment, tout le monde croyait que j'étais la maîtresse d'école, mais pour de vrai, j'ai dit non, c'est dans la chanson. Et c'est devenu Adieu les jolis foulards, qui a été une folie à la télévision. Oui, alors justement, vous arrivez au Buttes-Chaumont. On a oublié d'ailleurs que les Buttes-Chaumont, au départ, c'était des studios Gaumont, c'était la plus belle salle du monde de cinéma en 1897 quand le cinéma est né. Et puis ces studios ont brûlé, ont été rachetés par la télévision, ils sont devenus le centre de la vie de la télévision et des Carpentiers. Exactement, grâce aussi à la SFP, grosse société de production française, qui permettait à Mariti et Gilbert Carpentier de faire des numéros 1 spéciaux. C'est-à-dire que toute la production venait de la SFP, on construisait des décors, on construisait des costumes, on avait les costumes de Michel Freinet. Il y en avait 350 000 des costumes. Oui, alors bien sûr, dont le directeur était Michel Freinet, qui nous sortait des robes magnifiques, et puis toutes les chansons originales écrites par Jean-Jacques Debout et Roger Dumas, pour des numéros 1 spéciaux, pour Sylvie, pour Carlos, pour beaucoup de grands artistes, et après pour moi. Et voilà, alors justement, ce soir-là, vous chantez Les Jolis Foulards, et Mariti, qui est quelqu'un de calme, vous appelle surexcité 2 jours plus tard en disant il s'est passé quelque chose. Mariti me dit dès que c'est passé à la télévision, elle me dit ma petite Chantal, on a reçu plus de 500 000 lettres, c'est la folie, ça arrive de tout partout. Il faut absolument que tu sortes cette chanson en disque. Je dis mais Mariti, comment tu veux que je fasse? J'ai pas d'argent et puis ça, je connais pas les maisons de disques. Moi, je sortais un peu plus du cinéma et là-dessus, je me suis dit, voilà, la triste nouvelle, c'est que mon papa était décédé à ce moment-là. Il m'a donné, avant de partir, un petit peu d'argent, comme il a donné à tous mes frères et sœurs. Et puis, j'ai consacré cet argent aux enfants. Et on a chanté, on a refait Adieu les jolis foulards pour le CD. Mais malheureusement, le CD, partout où je l'emmenais, personne n'en voulait. Oui. C'est incroyable. Et un soir, vous dites aucun intérêt, et un soir au Grand Rex, vous allez voir José Feliciano, qui est notamment l'interprète de Kessara, chanson. Kessara, voilà. Et puis c'était au Rex Club à minuit. Et je ne crois pas qu'il est l'heure d'aller se coucher. Moi, demain matin, j'ai les enfants. Il me dit non, on va écouter. Et puis là, Jean-Jacques me dit très textuellement, je pense que la personne au premier rang va t'aider. Je le connais un peu, mais je suis sûre que quand il te verra, il te parlera. Et à l'entracte, c'était tout simplement François Dacla, PDG des disques RCA, qui avait repéré cette chanson et qui m'a dit c'était si joli. J'ai dit ça tombe bien, personne n'en veut, mais qu'est-ce qu'on va faire? Venez me voir demain matin. Et puis je suis venue même avant l'heure, je me souviens, chez RCA. Et là, il a sorti le CD. Ça fait une folie, quoi. Ouais, 1 million d'exemplaires. Personne n'en voulait, c'est le seul qui ait cru à cette chanson. Alors, il faut savoir que c'était pas votre première chanson. Votre première chanson, celui qui, comme moi, écoutait Salut les copains en 64, s'en souvient très bien. C'est bien Bernard le plus vénard de la bande, car depuis qu'il a... Première chanson de Chantal Goya. Jean-Jacques Debout. Oui. Écrit. Oui, enregistré avec difficulté d'ailleurs. Mais moi, je suis pas une chanteuse. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas une voix de chanteuse et puis je savais pas comment on commençait, comment on terminait. La musique, j'étais affolée. Il y avait quand même des rythmes, mais comme j'étais pas du tout élevée dans la musique à la maison,
il est évident que pour moi, c'était une aventure effrayante et je voulais être journaliste, je voulais pas être chanteuse. Voilà. Et en plus, Daniel Philippaki avait pensé à vous parce qu'il y avait Sylvie la blonde, il y aurait eu Chantal la brune. Oui, voilà, il m'avait dit, écoutez, moi j'ai envie de vous produire, Je lui ai dit, mais Daniel, moi je suis venue vous voir pour être journaliste, comment peut-on faire? Essayons de faire les deux quand même. Il dit, oui, je vais lancer un journal. Ah bah quelle bonne idée, mais pas du tout, il m'a mis en photo dedans et Jean-Jacques m'a fait cette chanson en rencontrant dans la rue un petit garçon qui s'appelait Bernard. Tu t'appelles comment Bernard? C'est lui devenu, c'est bien Bernard le plus vénère de la bande. Et la photo, je m'en souviens très bien, c'était la une de Mademoiselle Ashtendre. Mademoiselle Ashtendre qui était la suite d'un journal qui s'appelait Line, en hommage à Line Renaud, qui était un journal belge, l'équivalent de Tintin pour les filles, Ah bon? qui était sorti à Bruxelles. Ah, je savais pas. Et voilà, et donc on voit, je crois, en train de regarder, de vous coiffer dans un rétroviseur, Oui, c'est vrai. dans une petite voiture. Petite voiture, exactement. Une photo faite par Jean-Marie Perrier à l'épaule. Puis il y avait aussi André Berg et Jean-Jacques Damour, qui n'est plus là malheureusement, mais qui ont fait des belles photos de moi. Et ce qui est clair, c'est quand vous avez enregistré C'est bien Bernard, vous vous êtes dit c'est fini, ça n'intéressera personne. Oui, je me suis dit, ça y est, je leur fais plaisir. Allez, voilà, je leur fais plaisir, puis après je ferai autre chose. Mais malheureusement, Philippaki m'appelle, Daniel, il me dit, Chantal, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai laquelle? Peut-être que je fais plus de disques et tu me mets journaliste. Il me dit non, pas du tout, pas du tout. Tu es passé à l'émission de Albert Esner, qui était Jean-Pierre Foucault de l'époque, Rendez-vous sur le Rhin. Et là, comme j'ai les cahiers du cinéma comme magazine, quelqu'un m'a téléphoné pour que tu viennes le rencontrer d'urgence. Et c'était Jean-Luc Godard pour Masculin Féminin. Et ça a commencé comme ça. Alors il faut savoir qu'à l'époque, dans Cellule Copain, il y avait un chouchou. Et ce chouchou est devenu une chanson. J'aime bien Johnny, Françoise et Sylvie. Chaque fois qu'ils chantent, moi je les envie. Alors c'était un personnage fictif, dessiné par Fix, qui est d'ailleurs le père de Jordi, il faut le savoir. Ah oui, Ouais. Et c'était écrit par Jean-Jacques. Et voilà, et cette chanson a été écrite par Jean-Jacques, trafiquée. Je crois même que c'est Jean-Jacques qui Je l'a crois, originée. je crois que sa voix trafiquée, je me demande si c'est pas lui exactement. C'est lui, exactement. C'est lui, hein. Ah bah tu vois Jean-Jacques, tu nous écoutes. Hein. Et à l'époque, personne n'a su que c'était Jean-Jacques Debout. Et Non. cette chanson a eu un énorme succès parce que Oui. le personnage existait. Oui. Alors finalement, ça a changé complètement votre vie, tout ça. C'est-à-dire que vous ne pensiez pas du tout faire ce métier-là. Vous n'aviez pas du tout envie de chanter ou de jouer à la comédie. Mais non, mais seulement Jean-Jacques, il savait que j'avais quelque chose en moi qui était spécial. Moi, je ne le savais pas, je m'en rends pas compte. On se regarde pas soi-même comme ça, et je suis pas quelqu'un qui me regarde moi-même. En plus de ça, je me connais très mal. Et là, je me suis dit, mais pour qu'il me dise ça, je ne comprends pas ce qu'il me raconte, que j'ai quelque chose en moi qui va faire des spectacles pour moi. Je dis, mais comment tu vas faire et comment je vais faire? Bien avant qu'il y a quelqu'un qui vous a regardé un jour dans un bar du 8e arrondissement, c'est Jean-Luc Godard, et c'est comme ça qu'il vous a engagé. L'histoire est incroyable, Chantal Goya. Ah oui, il m'avait donné rendez-vous au bar des théâtres des Champs-Élysées, et puis moi j'attendais, je me disais c'est bizarre, il y a un monsieur qui m'a l'air bizarre avec son imperméable, et maman m'avait toujours dit à l'époque, fais gaffe aux hommes aux imperméables, ils sont un peu bizarres, hein, fais attention quand même. Je dis, mais non, mais ça. Et alors quand il me regardait de mon profil droit, je regardais à gauche, enfin j'essayais de le fuir, et pof, il est arrivé devant mon nez, et là il m'a dit, je vous ai repéré depuis 3/4 d'heure, et voilà, vous tournez demain. Et là, j'étais affolée. Je lui dis, mais je suis pas comédienne, j'ai jamais pris des cours de comédie. C'est exactement ce que je veux. On se retrouve porte de la Villette dans un café et vous rencontrerez Marlène Jobert et Jean-Pierre Léaud. Qui débutait aussi. Oui, Marlène Jobert n'avait pas encore joué au théâtre. Elle devait faire des clowns par milliers avec Yves Montand. Et par contre, lui, Jean-Pierre Léaud, c'était une star. Oui, Les 400 coups, c'était fabuleux. Exactement. Mais donc, vous vous retrouvez dans cet univers de Godard qui est très particulier parce que Godard, il n'y a pas de scénario. Non, mais c'est ce qui m'arrangeait. Contrairement aux acteurs, moi, ça m'arrangeait parce que moi, je suis quelqu'un d'instinctif et je trouvais génial que cet homme qui est visionnaire, qui est un génie, j'avais bien repéré que c'était quelqu'un pas comme les autres et je me disais, il est en train de faire un film qui va être, à mon avis, toujours là. Et c'est pas possible. Il va pas être démodé, ce film. Et tout ce qu'il nous fait dire, le montage, la façon dont il nous faisait tourner, c'était très rare. Du reste, c'était difficile pour moi parce que finalement, après, je me suis retrouvée avec des scénarios et j'étais perdue. Oui. Avec lui, j'étais totalement à l'aise. Il y a un autre film culte, ça a été les débuts de Gérard Depardieu, oui. Et écrit par Pierre Tchernia et René Goscinny, c'est Les Gaspards. Les Gaspards, où je faisais la fille de Michel Serrault, oui. Et notre cher Depardieu, Gérard faisait le facteur. Voilà, il débutait complètement. Complètement, il n'avait pas tourné les valseuses à l'époque. Vous pensiez qu'il ferait une telle carrière? Il était évidemment, sympa. Le personnage, il riait tout le temps. C'était un personnage, il n'avait même pas besoin de. Ça se voyait tout de suite qu'il allait être une énorme star. Et Serrault? Ça se passait bien parce qu'il était fou. Oui, mais Serrault, il était triste parce qu'il venait de perdre sa fille. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais difficile pour moi de l'appeler papa parce que je me disais, ça va lui rappeler tellement de souvenirs avec sa pauvre fille qui est morte justement dans un accident de voiture au Bois de Boulogne. Oui. Donc c'était en même temps. Mais enfin, c'était quelqu'un de tellement magique, tellement fraternel, comme un papa près de moi. C'était quelqu'un de
Poiret et Serrault, ce sont des grands acteurs qui nous manquent aujourd'hui. 19 décembre 1979. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Chantal Goya? C'est pas un de mes premiers spectacles à C'est l'Olympia? Oui, c'est La Forêt Magique, écoutez. Alors c'est un spectacle qui est lié génial. qui est un souvenir qui est lié au placard de votre grand-mère, je crois, Chantal Goya. C'est-à-dire que vous aviez peur d'un placard chez votre grand-mère. Un placard? Un placard, et c'est comme ça que vous avez raconté ça à Jean-Jacques et qu'il a eu l'idée de cette forêt magique. C'est-à-dire que c'est vrai que chez ma grand-mère, il y avait des grandes armoires, on ne pouvait pas trop y rentrer. Et moi, j'avais dit à Jean-Jacques si à travers une armoire, on pouvait trouver une forêt magique. C'est vrai. Exactement. C'est vrai que vous avez raison, parce que j'avais oublié cette anecdote. Et ça me revient d'un coup, parce que habitant dans les Vosges, c'était des grandes armoires vosgiennes qui étaient immenses. Et je me disais, si au fond du placard, il y avait une forêt magique. Et d'un coup, ça lui donnait l'idée d'une petite chambre d'enfant. Il y a une petite jeune fille qui vient les garder la nuit. Et puis tout d'un coup, on ouvre comme une énorme armoire et on traverse l'armoire et derrière, il y a la forêt. Exactement. Vrai. Et vous avez aussi donné l'idée à Charles Trenet qui, dans sa maison d'Aix-en-Provence, avait pris un placard de sa tante Émilie. On ouvrait le placard et à l'intérieur, il y avait un escalier et on allait dans notre pièce. C'est vous qui avez donné l'idée. Ah bah dis donc, je suis très fière parce que Charles Trenet, attention, il n'y en a qu'un au monde. On est d'accord. Alors, il y a aussi des réminiscences de Mary Poppins dans ce spectacle. Oui, parce que moi, je voulais voler. Je voulais m'envoler toujours. Et puis, j'avais vu Mary Poppins, mais moi, j'avais vu avec une actrice qui était très âgée à l'époque à New York, et puis je ne me suis pas fait attention à son âge, je trouvais qu'elle était magique. En fin de compte, il faut être magique quand on fait ce genre de spectacle, c'est vrai, et elle était complètement magique. J'avais dit à Jean-Jacques, un jour, si tu m'écris quelque chose, il faudrait que quelque chose vole comme ça dans le ciel. Il m'a dit, mais tu te rends compte que tu as des idées invraisemblables, ça se fait au cinéma, mais au théâtre, je dis, mais il faut y arriver, ils l'ont bien fait, pourquoi on ne pourrait pas le faire? Exactement. Alors, il faut savoir aussi que Mary Poppins, c'est Julie Andrews qui a fait le film. Oui, elle mais était formidable. Oui, mais au départ, c'était pas elle. Ah bon? Walt Disney avait pensé à Bette Davis, à Angela Lansbury, qui a été ensuite arabesque. Bah oui, grande actrice. Et Marie Martin, qui a été la mère de JR dans Dallas. Oh là et là. finalement, ça a été Julie Andrews et ça a fonctionné. Oui, c'était un très beau film. Alors, ce premier spectacle qui était à l'Olympia, il y avait déjà ce personnage. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. On a toujours l'impression de l'avoir connue. C'est notre cousine. Ouais. Il n'y a rien à faire. Et c'est vrai que depuis ce moment-là où j'étais avec les personnages de Disney, Mickey et Minnie, et après ça a pris tellement de succès que les Américains m'ont demandé d'arrêter. Malheureusement, j'étais triste parce que moi, j'y étais pour rien. Je voulais quand même que tous les petits Français connaissent ces personnages mythiques des États-Unis. Et puis Jean-Jacques m'a dit, ne sois pas triste. On en a en France, on a quelqu'un en France qui est magique, qui est magnifique et qui est drôle, astucieuse, poétique. C'est notre Bécassine et c'est comme ça qu'il a créé la chanson. Et Bécassine que vous connaissiez alors que vous ne saviez ni lire ni écrire, Chantal Goya. Bah oui, parce que c'est des livres que j'avais vus chez mes grands-parents, qu'on me montrait. Mais moi, la poupée Bécassine, le design me plaisait. Je trouvais ça tellement joli et mignon. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est là? Voilà, c'était dans ma tête. Je sais qu'elle est née comme bouche-trou. Un jour, il y a un journal qui s'appelle La Semaine de Sucette qui sort. Et puis, Jacqueline Rivière, la rédactrice en chef, il manque une page. Elle se souvient d'une bonne qu'elle a eue. Elle demande à un dessinateur qui est passé par là, Pinchon, de faire l'histoire. Et c'est comme ça que Bécassine est née par hasard en bouche-trou. Eh ben voilà, comme moi, j'ai toujours été un bouche-trou. Donc, je crois qu'on était fait pour se retrouver. Alors, il faut savoir aussi que vous occupez de tout. Dans cette forêt magique, déjà, c'est vous qui faites chaque détail du spectacle en coulisses. Ah bon, mais Jean-Jacques, il est très, très détail aussi, attention. Oui, mais tous les costumes, toute l'organisation, c'est vous. Oui. Mais lui, il a le génie d'inventer. Moi, je ne sais pas inventer. Ça, c'est vrai que moi, je ne serais pas mariée avec Jean-Jacques Debout, vous n'auriez jamais connu Marie-Rose, hein, attention. Ça, non, il invente, il crée. Mais derrière, celle qui fait tout pour que ça se concrétise, c'est vous, Chantal. C'est vrai que c'est moi. C'est moi qui aime bien concrétiser les belles choses et surtout quand elles sont dans ma tête, logiques, et surtout quand je les visualise dans ma tête tout d'un coup. Et là, c'est vrai, je fais attention à tous les petits détails. Alors, encore aujourd'hui, hein, peut-être encore plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui qu'hier, parce que ce sont les années, le professionnalisme qui vient. Il faut savoir aussi que tout a commencé par hasard. Un jour, vous proposez, et Jean-Jacques est terrifié, de faire un spectacle pour l'enfance handicapée à l'Olympia. Oui, j'ai fait ça pour le Variety Club, je me souviens. Et j'avais dit aux personnes d'RTL qui s'occupaient très bien de ça, j'ai dit, écoutez, moi, j'aimerais bien faire un spectacle pour les enfants, et la recette irait pour acheter un autocar pour ces enfants. Puis c'était normal dans ma tête, hein. C'est ce qui s'est passé.
Mais là, à ce moment-là, les gens d'RTL disaient, mais vous voulez le faire où? Je dis, on va le faire à l'Olympia. Et là, Jean-Jacques terrifié me dit, quoi, à l'Olympia? Mais tu te rends compte, Edith Piaf a chanté à l'Olympia, Jacques Brel, Marlène Dietrich, les Beatles, si tu vas aller à l'Olympia. Je dis, moi, je vais pas aller au milieu, je me mettrai sur le côté. Comme ça, je laisserai toujours à la place mythique de ces grands artistes. Et vous préparez tout, et finalement, c'est un immense succès. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait même pas des décors. Je suis rentrée sur la scène. J'avais acheté une robe aux puces blanche qui était trop grande. J'ai mis la ruban, parce qu'on me dit les rubans, les machins. Non, moi, je ne suis pas ruban et compagnie, mais il fallait bien que la jupe tienne bien. Et puis les chaussures, pareil, un peu grandes. J'ai mis un lacet autour, enfin un ruban. Et puis comme ça, je me disais, je peux courir à gauche, à droite, être avec les enfants et être très proche d'eux. Et leur parler, surtout parce que quand je suis arrivée, comment allez-vous? Alors c'était comme un happening, c'était la salle avec moi et moi avec la salle. Mais c'était plein en plus, ce que personne ne pouvait imaginer. Oui, alors ils avaient fait un essai, ils avaient dit on va faire avec André Torrent un questionnaire, on va voir est-ce que vous voulez voir Chantal Goya, et j'ai appris que c'était plein en 1 heure. Incroyable. Donc j'avais raison, je m'étais dit quand même il y a un rendez-vous qui doit être sur scène, j'avais raison. Et là c'est parti, quoi. Tout est parti. Et parmi tous les décors, il y avait une peluche que tout le monde connaît. Second miracle après les Carpentiers, cette chanson fait un tabac alors qu'elle est née par hasard en Normandie, chez vous. Oui, à côté dans les Yvelines, à côté dans l'Eure, on va dire, pas loin. Aux côtés de Houdan, on avait une maison, parce que moi je m'étais dit, plutôt que d'emmener tous mes enfants dans des squares à Paris, autant habiter la campagne, ça serait plus simple. Et puis là-bas, il y a eu un dimanche plein de chasseurs, évidemment, avec des treillis comme s'ils partaient à la guerre, c'est pas possible. Et là, ils sont arrivés, ils m'ont dit, mais qui est la propriétaire? J'ai dit, c'est moi. La maman, c'est vous aussi? J'ai dit, oui, mais vous n'avez pas une tête de maman? J'ai dit, oui, c'est moi la maman quand même. Voilà. Puis ils sont arrivés pour m'expliquer que tous les pneus étaient dégonflés. De leur voiture, oui. Voilà. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vois une meute d'enfants. C'était mes enfants avec des copains du village qui ont dit, on en a marre que les lapins soient tués par vous, les chasseurs. Et si les lapins avaient des mousquetons, ils vous tireraient dessus. Et on a mis des pailles dans les des trucs d'enfants de la campagne qu'il ne faut jamais faire. Et du coup, les pneus étaient dégonflés. Je dis, ça tombe bien, merci. Maintenant, il y a déjà la toiture qui ne marche pas, ou il pleut. Alors maintenant, il pleut dans ma chambre, comme dirait Charles Trenet. Ouais. Et puis maintenant, il y a les pneus. Oh non, c'est pas possible. Venez tous au salon, je vais vous offrir un bon verre de vin et des saucissons. Comme il y avait des mecs bien gaillards, là, ils sont tous rentrés à la maison. Et Jean-Jacques était au piano avec Roger. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, voilà, il se passe que. Voilà, je raconte l'histoire. Et là, Jean-Jacques, automatiquement, au piano, a tout de suite fait ce matin, un lapin a tué un chasseur et Roger a fait les paroles des couplets. Voilà. Et les gosses faisaient le geste des lapins. Ils disaient, la 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 la. Je dis, oh là là, bon, là, on va partir dans d'autres galères. Et pas du tout. En riant, Jean-Jacques m'a dit, est-ce que tu peux faire, on va enregistrer cette chanson au plus vite, est-ce que tu peux faire le même geste? Ça sera le cri de ralliement de tous les gosses de France. Et c'est ce qui est devenu un tube énorme. Et une date importante, c'est le 29 août 2001, la sortie d'un film. Ça vous dit quelque chose? Ce film, il y avait une chanson. Alors ça, c'est vraiment un tournant de notre carrière, à la suite d'un coup de fil de Dominique Besnéard qui vous propose de tourner dans un film de Gabriel Aguillon, Chantal. Oui, c'est ça, exactement. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je connais la série, mais qu'est-ce que je vais faire? Il m'a dit, tu fais ton propre rôle. Alors Jean-Paul Gaultier m'a fait une robe incroyable de Bécassine, avec un néon en bas de la robe. Josiane Balasco tenait le néon et Nathalie Baye était donc, c'était les deux filles, quoi. Nathalie Baye et Josiane Balasco, les deux vedettes du film. Et je m'en suis pas mal sortie, finalement. Ah non, mais vous avez même insisté pour en faire plus qu'on vous en demandait. Oui, mais c'était pas possible. Alors on a dit, c'est pas grave. J'ai dit, écoutez, si vous voulez, moi je suis libre, je vous fais ce que vous voulez, parce que ça m'amusait tellement. Et là, ça a été la révolution, parce que tout d'un coup, tout le monde gay, parce que c'est vrai qu'ils ont été là, tout le monde m'a demandé de venir chanter dans une boîte. Oui, c'était le Scorp un soir. Oui, et là, j'avais tellement de monde, je croyais qu'ils attendaient Madonna, mais non, c'était moi, je comprenais rien. Je dis, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Mais vous vous rendez pas compte, vous êtes toute notre petite enfance. Et je me souviens, j'ai fait tellement de boîtes de nuit que je me disais à chaque boîte de nuit, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Je vais pas faire des boîtes de nuit toute ma vie, puisque je bois pas, je suis une très mauvaise cliente pour une boîte de nuit. Non, refaites tous vos grands spectacles. C'est ça on attend de vous. Tous les beaux spectacles que vous avez faits, refaites-les un jour. Alors, j'en reviens à ce film absolument fabuleux. C'était l'adaptation d'une série télévisée anglaise, 42 épisodes de 25 minutes, où il y avait les héroïnes consommaient de l'alcool, des drogues, ils étaient anorexiques, enfin c'était la totale. Vous, c'était une parodie de ce film, mais ce film a déclenché finalement ce que vous n'espériez plus, c'est-à-dire que ceux qui avaient 4 ans dans les années 80 ont découvert Chantal Goya. Et moi, je me souviens vous avoir vu un soir vers 2h du matin dans une discothèque, le 102, le Queen sur les Champs-Élysées. Le Queen, ils avaient tous les oreilles de lapin, ils chantaient tous avec moi.
Ils étaient voilà. en cuir avec des oreilles de lapin. La rencontre, elle était invraisemblable parce qu'on était tous là et j'ai réalisé qu'à la fin, parce que je suis passée par une porte derrière, mais j'ai dit, on dirait qu'on est au Queen. Et comme je ne suis pas tellement physionomiste, elle m'a dit, mais oui, tu es au Queen. Je dis, quoi, vraiment? Oh là là, c'est pas vrai. Il faut savoir, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vécu, que cette discothèque, c'était la discothèque Gay de Paris, dont le DJ le plus célèbre était David Guetta. C'est là où il a vraiment démarré après les bains. Oui. Et vous avez... Et ensuite, je crois que cette boîte a émigré aux 79 Champs-Élysées, où il y avait avant Mimi Pinson, un genre Alors là, traditionnel. vous en savez plus que moi, parce que moi, une fois que je suis sortie de la boîte de nuit, je courais dans la douche et dans mon lit, hein, je ne sais plus. Alors justement, cette tournée que vous faisiez à 2h du matin, vous arriviez en province dans un hôtel, vous dormiez, on vous réveillait. Oui, parce que moi, je m'endors à 10h du soir, à 11h, je suis en plein sommeil, et à 2h du matin, des grands coups de porte. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais Chantal, il y a la boîte de nuit dans 1 heure. Oh là là! Eh ben non, j'avais la forme. Je ne sais pas comment venait ma forme, parce que je peux vous dire que j'étais endormie. Je me réveillais, je m'habillais, je prenais une douche et hop, je partais. Et finalement, le public à chaque fois était déchaîné, c'était plein. C'était la folie complète. Alors, il faut revenir en arrière, parce qu'il y a quand même une chose dont on a beaucoup parlé à l'époque et qui aujourd'hui n'a plus aucune valeur, c'est ce jeu de la vérité, ou plutôt ce jeu du mensonge. Moi, je me souviens très bien, on a tenté de vous détruire ce jour-là avec une fausse institutrice, avec de faux témoins, et ça a été très dur, Chantal Goya. Oui, mais vous savez, dans la vie, je vais vous dire, on ne peut pas être tout le temps en haut. Et moi, j'ai la force de pouvoir descendre et puis de me mettre surtout près de mon public. Moi, j'ai toujours gardé mon public avec moi. Parce que moi, j'allais souvent au marché faire mes courses avec mon panier. Et les gens me disaient, je vous en supplie, continuez, on s'en fout, nous, on vous aime tellement. Et je crois que c'est ce public qui m'a donné cette force de continuer. Parce que n'oubliez pas qu'on venait de faire Le Soulier qui vole en 80, que je vais reprendre. Hein. On va en parler. On avait fait La Planète Merveilleuse, et c'est en plein le plus beau spectacle de Jean-Jacques, Le Mystérieux Voyage de Marie-Rose, qui a eu cette histoire. Mais moi, cette histoire, je pense qu'il faut même pas... dans ma tête, elle compte plus. Elle compte plus. Et puis aujourd'hui, elle vaut plus rien. Hein. Alors justement, à l'époque, les médias ont beaucoup parlé de ça en disant on détruit les disques. Et finalement, vous avez continué, Chantal Goya. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui va m'arrêter à des bêtises pareilles. Parce que moi, j'ai choisi d'aller après au Liban chanter, à Beyrouth. Et quand j'ai vu comment était le Liban et comment était cette ville et comment était tout ce peuple qui aime tellement la France, qui parlait français aussi bien mieux que nous, même parfois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que Chantal Goya à côté de tout ce drame? Qu'est-ce que c'est que cette petite histoire qui ne vaut rien du tout? Et comme je suis quelqu'un qui a été élevé dans les challenges et continue à me battre et surtout en croire en mon étoile, j'ai dit, Chantal, tu dois pas arrêter, tu dois continuer. Laisse tomber toutes ces bêtises, ça veut rien dire. Laissons les égouts et les rats d'égout, comme disait Pompidou, dans leur lieu, qui se débrouillent entre eux, mais nous, on est au-dessus. On fonce. Et c'est pour ça que, contrairement à ce qu'ont dit certains, vous avez continué, ça a continué à marcher. Ça a toujours continué à marcher, je ne me suis jamais arrêtée. On dit toujours, elle arrête, elle revient, mais non, moi j'ai toujours continué. Et absolument, et à l'époque, vous avez même dit, cet incident, ça me permettra de revenir encore plus fort, ce qui est le cas aujourd'hui. Forcément, parce qu'on ne peut pas être tout en haut, et puis moi je savais qu'il fallait... Elle me l'avait dit, Barbara m'avait dit, Chantal, ça va être dur pour toi, c'était en 82. Elle m'avait dit, tu vas voir, mais tu as les épaules pour continuer. Et elle m'avait dit, tu sais, tu les retrouveras tous dans 20 ans. Et là, ils seront papa et maman. Et ça changera tout. Et ça sera une institution. Et c'est vrai que non seulement vous êtes une institution en France, mais à l'étranger. Le Liban, vous y chantez régulièrement. Oui, beaucoup. J'y retourne tous les ans, depuis 20 ans. Et il y a un casino au Liban, à Beyrouth. Je ne sais pas si vous avez chanté dans la salle du casino. Oui, à Jounier. Voilà. Et à côté, un soir, je suis allé là-bas faire un spectacle. Et au casino, c'est vraiment le seul casino du Moyen-Orient autorisé. Oui. Les bénéfices, je me suis renseigné, sont de 900 000 € par jour pour le casino. Ah ben dis donc, je savais pas. Ça sert à faire beaucoup de choses au Moyen-Orient. Oui, tant mieux. Surtout pour tous ces pauvres enfants qui sont souvent sans papa et maman, et il faut les aider. Alors, non seulement vous gérez votre carrière, mais vous gérez Jean-Jacques Debout, qu'on embrasse et qu'on affectionne, parce que lui, il est quelquefois un peu fantaisiste. Je me souviens d'un jour où vous lui avez donné de l'argent pour acheter de l'essence, et il est revenu avec un bateau. Oh là là, c'était dans les années 67-68, on habitait rue des Saints-Pères. Tout le reste, on était en plein mai 68 rue des Saints-Pères. Imaginez déjà qu'à l'époque, il m'amenait tous les blessés du boulevard Saint-Germain. Oui. J'étais avec Sylvie, moi j'étais enceinte de ma fille de 7 mois et demi, 8 mois. Et je dis, mais on n'est pas des infirmières, Jean-Jacques, on n'y arrivera pas. Puis un beau jour, j'étais rentrée et il y avait plein de bruits, des voix d'hommes. Mais je dis, qui sont tous ces gens? Il y avait Petit Pas, il y avait Tabarly, il y avait Kersozon. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et par terre, un énorme plan, énorme, parce que le salon n'étant pas grand, le plan est continué sur les murs. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et écoute, Jean-Jacques, il a fait un choix extraordinaire, me dit Tabarly, le plus beau bateau qui existait. J'ai commencé un bateau. Mais oui, il a acheté un bateau. J'ai dit, mais avec quoi? On n'a pas un sou. Oh, mais non, mais ne me dis pas que c'est que le chèque de l'essence. Et je voyais Jean-Jacques qui baissait la tête en souriant. C'était avec le chèque de l'essence. Voilà, ça il avait transformé en 200 francs. Ouais, 200... Oui, je ne sais plus. Mais en tout cas, moi, j'ai cavalé. J'ai appelé les chantiers de Hambourg.
C'était le bateau de John Alden, un des plus grands architectes de bateaux. Et puis j'ai dit, mais on n'a pas un rond, on n'a rien, vous vous rendez pas compte. Ils m'ont rendu le chèque. Le bateau, finalement, il était transformé pour Karajan. Donc il avait bon goût quand même. Hein. Oui, c'était pas mal. Et nous, on est reparti avec notre barque et nos rames. Oui. On a ramé. Alors, mais vous ramenez parce que justement, Jean-Jacques Debout, c'est un génie de l'écriture et de la composition, mais en même temps, il est capable de tout faire. Lorsqu'il y a eu cette histoire d'arrêt des spectacles, ou soi-disant arrêt, vous avez fait de la télévision avec ce monde magique. Le monde magique de Mais il Chantal faut vous Goya. dire qu'à l'époque, on était très aidés quand même. Les personnes importantes étaient très solidaires. Et moi, j'avais eu un coup de téléphone du grand patron de la 2 qui m'a dit, Chantal, avec ce qui vient de se passer, je vais vous offrir quand même une après-midi pour les enfants. Amenez-moi quelque chose, parce que nous, on n'a pas les décors. Alors, j'avais amené toute mon équipe technique. D'abord, je voulais qu'elle travaille, parce qu'on n'avait plus de boulot. Hein, c'était compliqué. Mais si je voulais travailler, j'en trouvais. Hein, parce que moi, je ne suis pas compliquée dans ma tête. Mais j'avais amené toute mon équipe technique, tous mes danseurs. Et comme ça, Jean-Jacques a créé Le Monde Magique. Oui. Exactement. Et c'est une série qui a duré pendant 6 mois à la télévision le mercredi après-midi. Un an. Oui. Un an. Et ce sont des DVD qu'on trouve encore aujourd'hui. À chaque fois, c'était une histoire différente avec vos personnages. Oui, tout ça. Il y avait j'ai 17 émissions, voilà, comme ça, qui ont été faites grâce à tout ce qu'on avait gardé. Et alors justement, l'écriture d'une émission de télévision comme ça avec Jean-Jacques, c'est pas facile. Il faut écrire, il faut délirer, il part. Moi, j'ai beaucoup d'imagination, autant que lui. Lui, il l'a aussi. Et moi, je me souviens, j'avais dit, tiens, pour parler du soulier qui vole de l'époque, on va prendre le lapin qui est à la pêche. Puis qu'est-ce qu'il pêche? Une vieille godasse. Il y a toujours, malheureusement, ça aurait pu exister, mais il y avait des vieilles godasses comme ça dans les lacs qui traînaient. Et puis j'avais dit, et puis le soulier s'animait, puis d'un coup il nous parlait, et puis il emmenait tout ce qui était le plus moche du lac, et ça partait dans le soulier, et voilà, on dépolluait on dépolluait le lac du coup. Oui, et c'était. Mais c'est l'imagination que j'avais moi aussi. Oui, c'est justement. Est-ce que vous vous rendez compte que personne d'autre, à part Jean-Jacques et vous, n'a jamais fait ça? Je me rends pas compte, mais je pense que maintenant je m'en rends compte. Oui, c'est vrai, parce que je vois tout le public qui vient voir mes spectacles. Je continue à chanter partout. Et là, cette grosse tournée que je vais monter avec le soulier qui vole, qui seront le 2 et 3 février, et la tournée derrière, eh bien, ça doit être un spectacle mythique parce que tout le monde court louer des places, tout le monde veut le voir. Et ça me fait vraiment plaisir. Je voudrais remercier tout le monde parce que c'est important pour nous tous. Oui, et puis en plus, le premier à vous avoir dit que vous aviez inventé le musical pour enfants, c'était Bruno Cocatrix. Bruno Cocatrix à l'Olympia, on jouait 3 fois par jour. C'était tellement fatigant, moi, pas pour moi, mais en tout cas peut-être pour les techniciens, tout le monde. Et moi, j'avais dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et Bruno avait dit à Jean-Jacques, écoute, elle vient d'inventer le musical pour enfants, écris-lui une histoire. C'est pour ça qu'on est allé au Palais des Congrès, où le soir, en 80, il y avait Thierry Luluron dans Thierry Ferry, et moi, l'après-midi, dans Le Soulier qui vole. Nous avions les mêmes décorateurs, Pierre Simonini qui est un génie, nous avions Roger Ragois pour les lumières, Arthur Plachard pour la chorégraphie, et c'est ça que j'ai voulu préserver aujourd'hui en refaisant ce spectacle. Exactement, et cet Olympia, justement, il n'y avait jamais eu de spectacle pour enfants avant vous. La seule émeute, c'était quand Gilbert Bécaud avait offert un après-midi à ses débuts aux étudiants un spectacle. Il y avait eu 5000 personnes dans la rue et les portes cassées, mais sinon personne n'avait songé à faire des matinées de ce genre à l'Olympia. Oui, c'était la folie. Depuis, vous avez été copié. Tant mieux, si j'ai ouvert une porte vers le bonheur pour les enfants, c'est le plus important. Alors il y a un autre spectacle aussi qui a beaucoup compté dans la mémoire collective, c'est L'étrange histoire du château hanté. Oh, j'ai peur, mon cœur résonne. Je crie, je pleure, il n'y a personne. Les 12 coups de minuit sonnent. Ce spectacle, vous continuez à le jouer, hein? Moi, je l'adore, ce spectacle. Je crois que je le reprendrai parce que c'est un spectacle qui est complètement dans la mémoire de Jean-Jacques. C'est un spectacle qui pourrait faire un grand film aussi. Ça aussi, je me dis un jour, peut-être que mes spectacles deviendront des films fantastiques parce qu'on est à l'ère de tout ça. Et nous, on a un trésor, on a des trésors dans nos histoires et dans tout ce qu'on a créé. Moi, je sais que vous faites régulièrement des tournées et qu'en alternance, vous êtes capable de passer d'un spectacle à l'autre sur les villes. C'est pas un problème pour vous? Non, parce que j'ai une mémoire tellement sélective qui va vite. Je suis quelqu'un de rapide, hein, je suis pas une lente. Alors évidemment, il faut aller assez rapidement. Comme mon producteur Damien, qui est un jeune garçon de 29-30 ans et qui va très vite. C'est très important aujourd'hui. Alors, vous êtes allé lentement pour remonter la pente. Vous avez fait le Palais des Congrès dans la petite salle de 1000 places. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu avec sa fille et qui vous a dit, mais Chantal, il faut que tu repartes dans la grande salle. Et c'était Johnny. Oui, Johnny était venu voir avec ses 2 filles. Oui, il y en avait qu'une. Non, il y avait Jade, je crois. Il y avait Jade.
Et avec Laetitia, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans cette salle? C'est de la grande salle que tu devrais y aller. J'ai dit, Johnny, ouvre les murs, allez, passe muraille, je vais passer à travers grâce à toi, et puis je vais retourner au palais comme j'étais avant. Et vous avez pris le risque de retourner au palais? Oui, complètement. Bah oui, parce que c'est ma salle, hein. C'est celle que je connais le plus. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que si je reviens pour mes 40 ans de scène au Palais des Congrès, c'est justement pour donner à la mémoire de tous ces enfants, ces petits d'hier, pour leur dire que voilà, aujourd'hui, je suis toujours là. Et amener vos enfants, puisque c'est le lien le plus fort, ce sont les parents et les grands-parents avec leurs petits-enfants. 40 ans de scène, vous l'auriez jamais imaginé? Mais jamais, mais comment voulez-vous que j'imagine ça? J'avais rendu service à quelqu'un aujourd'hui, à l'époque, et aujourd'hui je suis toujours là, mais comment? Mais jamais, mais jamais. Et Johnny, vous avez été très liés aussi à vos débuts avec lui. Johnny est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime toute sa famille, et je comprends très bien que aujourd'hui c'est terrible tout ce qui se passe, et j'espère que tout le monde se mettra autour d'une table et y arrivera, parce que moi j'ai connu David petit, il était né 1 mois après mon fils. On s'est connus quand Sylvie et moi nous étions enceintes, et ça fait partie. Sylvie, Johnny, c'est une légende, et c'était des amis merveilleux. Sylvie, je la revois de temps en temps. Elle était venue me voir dernièrement, et je l'aime beaucoup, et nous l'aimons beaucoup dans la famille. Et on l'aime beaucoup aussi. On pense souvent à elle. Et puis il y a un autre spectacle auquel on pense souvent, c'est ce mystérieux voyage. C'est toi. Spectacle que vous jouez régulièrement aussi en France, qui est lié à un souvenir d'enfance de Jean-Jacques. Oui, là, je ne le joue plus depuis très longtemps, hein, quand même, parce que c'est un gros spectacle, et si un jour je le referais, ça serait une grosse production, mais j'y arriverai. Bon, cette histoire, oui, c'est vrai que Jean-Jacques était petit à Juilly, et puis il y a un lac, et puis dans ce lac, il y a un petit garçon qui a disparu, et c'est devenu l'histoire du mystérieux voyage, parce qu'on partira tous un jour. Moi, je le sais comme tout le monde, hein, et on partira, et j'espère qu'on se reverra là-haut. Oui. C'est le plus important d'y croire. Il faut y croire, et vous croyez tellement en vous qu'un jour, il s'est passé un miracle. Vous avez retrouvé tous vos décors dans une ferme, Chantal Goya. Oui, j'étais en train de jouer le mystérieux voyage quand un technicien m'a dit « Ah, j'étais en vacances avec des gens qui étaient en vacances, mais qui ont une ferme en France. » Je dis « Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Écoute, ils ont un soulier. Ils ont un soulier de toi. J'ai dit « Comment ça, mon soulier qui vole, vous l'avez retrouvé ?» Et il me dit « Oui. » Alors j'ai appelé la ferme, alors là, à 200 à l'heure. Et là, le monsieur m'a dit « Oh là là, ce gros soulier, il est à vous ?» Je dis « Mais oui, venez le prendre parce que ça m'arrangerait de le débarrasser. » J'ai dit « Mais attendez, mais moi, c'est mon soulier qui vole. » Alors, on est allé le chercher avec un camion, mais direct. Hein. Et qu'est-ce qui s'était passé? Je pense qu'à l'époque, Roland Hubert, comme c'était compliqué de stocker mes décors, il a dû le donner à un fermier pour qu'il le stocke, puis c'est tout. Voilà. Et entre-temps, moi, j'étais pas au courant de tout ça. Mais maintenant, je peux vous dire que je veille sur tout. Hein. Et le soulier qui vole dont on va rappeler le souvenir à travers un extrait. L'ouverture, ça. Et car c'est une tradition à l'ancienne des spectacles, il y a une ouverture comme dans les opérettes de jadis. C'est-à-dire que c'est la signature de Jean-Jacques Debout. Ce sont tous les plus beaux thèmes que l'on entend en version orchestrale. C'est important. Ça assoit les gens dans l'ambiance du spectacle. Alors ce spectacle, il débute au Palais des Congrès. Il y a 3 représentations, une de plus que prévu, tellement il y a de demandes. Et c'est un spectacle culte, le soulier qui vole, Chantal Goya. C'est un spectacle culte parce que c'est le spectacle de 1980, mon premier grand spectacle. Tous les parents d'aujourd'hui, c'est eux qui étaient les petits d'hier, comme je les appelle. Et ils sont venus, ils viennent tous avec leurs enfants, et les parents qui sont devenus les grands-parents. Et puis je dois t'annoncer une bonne nouvelle que je t'annonce en priorité, c'est que ça marche tellement fort qu'on fait 2 séances supplémentaires au mois d'octobre. 5 et 6 octobre. Voilà. Exactement. À Paris, au Palais des Congrès. Puis la tournée énorme qui est derrière. Et ça, personne n'y croyait. Vous êtes battu là aussi pour reprendre ce soulier qui vole. Ouais. Alors le soulier, ça fait 3 ans que je me bats. Ça fait 3 ans que les producteurs viennent me voir, et ça fait 3 ans que je leur dis, écoutez, il y a une porte, prenez-la, parce que vous comprenez rien du tout à mon spectacle. En fin de compte, ils voulaient que le soulier ne vole pas. Ils voulaient qu'il soit tiré par des techniciens. Je dis, c'est pas possible. Ça va s'appeler le soulier qui vole le public, ça. Exactement. C'est pas possible. Après, c'est une question d'organisation. Dans la deuxième production, ça n'allait pas non plus. Bon, en fin de compte, je me suis dit, mais pourquoi je le fais pas moi-même? J'ai rencontré un garçon vraiment formidable, à l'écoute et hyper réactif, et nous produisons tous les 2. Et je peux vous dire que les gens sont tellement sympas et nous aident tous, parce qu'il y a un élan envers nous tous pour pouvoir y arriver. Parce que si moi j'y arrive, ça veut dire qu'il y a quand même 15 danseurs dont certains n'ont pas de boulot, les techniciens idem, et les enfants sont adorables. Ils ont été choisis il y a 2 mois par Emmanuel Lenormand, mon chorégraphe, et on retrouve exactement tout ce qu'on a fait,
parce que je voulais pas changer, je voulais pas moderniser, je voulais rester comme c'était à l'ancienne. Alors justement, ce soulier qui vole, il y a une histoire au départ. Le spectacle a été écrit dans un avion, je crois. Chantal Oui, Goya. Jean-Jacques, nous allions à New York et puis dans le milieu de l'allée, il y avait une chaussure et puis un petit garçon qui la prenait, qui la faisait voler comme ça avec sa main, comme s'il était... Voilà, l'avion lui-même volait, le soulier volait. Il m'a dit, j'ai une belle idée pour ton prochain spectacle que je vais écrire. C'était le soulier qui vole. Il s'est mis au fond de l'avion, vous parliez avec tout le monde et lui, il a écrit. Oui, vous savez, dans un avion, nous, on n'était pas en première, je devais être au milieu. Et puis, il s'est mis au fond, il y avait de la place. Et puis, du coup, il a continué à écrire pendant les 8 heures de vol. Et alors, ça a été vraiment un événement parce que ce spectacle, il y avait d'énormes moyens. En 80, c'était pas évident, même techniquement, Chantal Goya. Oui, il fallait tout. On retrouvait le Palais des Congrès qui était tout simplement un auditorium. Donc, entre Thierry Luluron le soir, où Jean-Jacques avait écrit la revue, Thierry Ferry et moi, eh bien, il fallait investir beaucoup d'argent et surtout remettre des patiences, faire un théâtre. Faire un théâtre. Mais surtout faire un théâtre et surtout avec des moyens technologiques qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. C'était encore de l'artisanat à l'époque. Oui, mais moi, c'est ça que j'aime, c'est l'artisanat. C'est des vrais décors, des vrais décors qui partent sur la musique. Voilà, c'est pas de la vidéo, moi, c'est pas possible. Alors, ce spectacle, effectivement, il y avait le Celui qui vole, il y avait le géant Balthazar, oui. Parce que c'est une histoire qui commence en Alsace et qui se déroule ensuite dans un autre pays lointain. Oui, ça se passe en Alsace où des petits-enfants disent au revoir à leur professeur et tout d'un coup, dans le ciel apparaît une cigogne, mais il n'y a pas de cigogne en hiver et il y a un gros soulier qui arrive. Et c'est le géant Balthazar qui m'a prêté son soulier pour faire rêver les enfants. Et je les emmène avec moi dans un pays imaginaire qui est une forêt remplie de neige. De là, on prend un petit train, on part à Animauville où il y a tous les personnages mythiques de mes spectacles. Et Animauville, justement, c'est une chanson. C'est curieux, on a tous l'impression d'avoir un jour entendu cette chanson, Chantal Goya. C'est le talent de Jean-Jacques, Vous savez que c'est un grand mélodiste. Oui. Et on a fait exprès un train comme c'était à l'époque. Donc on a des ateliers à Paris, à côté de Paris. Tout est fait en France. Oui, et surtout vous supervisez tous. Que vous n'êtes pas une simple artiste. Chaque élément du décor, il a fallu refaire tout le décor, tout le Alors on a montré le train à Jean-Jacques. Je suis venue à la lame du décor, là où ça se passe. On a montré le train et Jean-Jacques a mis sa touche finale. Je veux vraiment que la locomotive soit noire, comme les vieilles locomotives de train. Et puis derrière le wagon avec moi dedans. Et voilà. Et puis les roues seront rouges. Enfin, il donne sa touche parce que lui, il est très fort dans tout ce qui est couleur, dans tout ce qui est. Et puis pareil pour le soulier, et pareil pour le paradis, et pareil pour les toiles et les décors. Et la robe de Marie-Rose, car c'est la première fois dans ce spectacle, d'après mes souvenirs, que vous portiez la robe de Marie-Rose, Chantal Goya. Oui, j'avais une robe en pétales de fleurs, en pétales de rose, et je vais la faire demain. Pourquoi Marie-Rose, au fait? On n'a jamais su. Marie-Rose, c'est parce que dans la chanson Allons chanter avec Mickey, il y avait Emmène-nous Marie-Rose, dis-nous Marie-Rose où se trouve ce beau pays bleu. Je pense que Jean-Jacques Petit avait vu cette comédie musicale, enfin plutôt cette opérette qui s'appelait Rose-Marie. Oui. Et il cherchait sa Rose-Marie. Il m'avait dit un jour, Petit, je rêvais d'avoir une petite Rose-Marie comme ça qui ferait un spectacle. Et puis c'est tombé sur moi. C'est tombé sur vous. C'est devenu Marie-Rose. C'est des spectacles qu'on peut monter à Broadway. Il y avait Annie, un spectacle pour enfants qui a marché. J'adore, mon Dieu, j'adore. Franchement, vous êtes la seule à faire ça en France. Vous pourriez aller à Broadway, Chantal Goya. Moi, je veux bien y aller, mais il va falloir que je prenne mon annuaire et que je regarde le nom des producteurs. Et puis, c'est pour ça aussi que je refais tout, parce que je vais tout faire filmer pour un jour peut-être monter des Marie-Roses dans le monde entier. Oui. Ça serait pas une mauvaise idée, non, ça, quand même. Ce spectacle mérite d'être monté par d'autres personnes, s'il y a d'autres personnes comme vous. Et justement, il faut partir. Et partir, c'est le titre d'une chanson. On va en voir encore toute la salle qui va chanter par cœur. Ils vont lever les bras au ciel. Voilà. Mais c'est assez étonnant. Chaque fois que vous rentrez en scène, on sent l'émotion face à ce public, Chantal Goya. Oui, il y a une grande émotion. Moi, je l'ai déjà en moi. J'ai pas le trac, mais j'ai l'émotion. Je dis que c'est pas pareil. Le trac, c'est quand on a peur. L'émotion, c'est très fort en soi. Et je pense que tout ce public qui m'a connu petit, l'émotion d'un enfant est très importante. Ils retrouvent leur âme d'enfant, ils retrouvent leur émotion de leur petite fille, petit garçon qu'ils étaient à l'époque, emmenés par la grand-mère qui n'est peut-être plus là. Et moi, je vois des parents qui pleurent parce que c'était toute une vie. En même temps, on était tous heureux. C'est pas la même vie qu'aujourd'hui. Et c'est une vie où où le bonheur était déjà partout en France. Il existait ce bonheur. Et donc, on participait tous ensemble. Et c'était
C'était une époque que j'espère qu'on retrouvera quand même, parce que c'est tellement important d'être heureux tous ensemble. Mais non seulement c'est important, mais je sens votre émotion lorsque vous voyez ces parents, ces grands-parents. Il y a 4 générations quand même de spectateurs, ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Ça vous fait quelque chose, Chantal? Oui, ça me fait beaucoup de bonheur et surtout d'émotion, parce que comme je vous l'ai dit, toutes ces personnes connaissent par cœur mes chansons et me disent toutes, je vous en supplie, continuez. Et vous nous rassurez, Chantal Goya. Alors là, de me dire que vous nous rassurez, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me dire. Continuez justement, il y a des gens qui vont se dire, mais tu vas arrêter à ton âge? Pas du tout, vous allez quoi? Bon, moi, mon âge, je m'en aperçois même pas, parce que déjà, j'étais décalée toute ma vie. Alors quand j'étais petite, maman me disait que quand j'avais 12 ans, on disait qu'est-ce qu'elle est intelligente pour ses 6 ans. Je dis, mais non, j'ai 12 ans. Bon, enfin, c'est toujours un décalage, donc je m'en occupe plus. Voilà, et vous c'est allez plutôt continuer. la force que j'ai en moi qui est le plus important. D'où vient cette énergie, Chantal Goya? Alors là, je ne sais pas. Je pense qu'elle vient d'un pays où je suis née, au Vietnam, où j'ai commencé ma vie de petite fille d'une manière très dure, parce qu'on était en face du Viet Cong, on était en face de gens qui ne voulaient pas que que les Français restent en vie. Et j'étais confrontée à tout ça toute petite. Et je pense que l'énergie de ma mère, l'énergie de la Chinoise qui s'occupait de moi, l'énergie de ce peuple qui nous a sauvés est rentrée en moi. Hein. Et cette énergie, on la retrouve dans ce soulier qui vole qu'on va avoir donc à Paris et ensuite en tournée. Et il y a une chanson aussi qui est culte pour toute une génération, c'est le Château Nougatine. Chanter tous les gestes. Tout. Tout revient. Tout revient et les parents aussi, sur un mot, ça revient. Tout de suite, c'est fou, hein, comment ça a marqué. Mais vous savez, le soulier qui vole, il y a eu, je crois, 200 dates de tournée. Oui. Ça s'efface pas, ça. Et ça a été un immense succès, le soulier qui vole. Je ne sais pas combien de personnes, mais c'était énorme, toute la France, j'étais partout. D'abord, on était dans des chapiteaux avec Roland Hubert. Il ne faut pas oublier que Roland Hubert, qui était notre producteur à l'époque, disait à Jean-Jacques, je veux le plus beau spectacle pour les enfants. Vous ne vous occupez pas du reste. Aujourd'hui, on n'entend plus ça. Dès qu'on fait un décor qui dépasse de je sais pas combien, de pas grand-chose, mais qui fait travailler quand même pas mal de monde, on me dit ah non, on peut pas mettre là, on peut pas. Oh là là, moi des fois je sors l'argent de ma poche, puis c'est tout, hein, j'en parle même plus. Parce que et vous le faites. Okay. Voilà. Oui, je le fais, parce que je veux que ce soit le plus beau pour les parents. Pour le public, ce public m'a toujours suivi. Et m'a toujours aimé, et il faut que je les remercie à ma façon. Alors ma façon de les remercier, c'est de faire des beaux spectacles pour eux. Et les parents apprennent aux enfants, à leurs petits-enfants, les chansons, ils arrivent, ils connaissent tout par cœur. C'est le lien le plus magique. Attention, hein, Sud Radio est une grande radio, mais vous avez radio papa-maman. Hein. Oui, c'est aussi très important. Alors il y a une autre chanson, il y a des personnages créés pour justement ce spectacle, celui qui vole, et il y a un personnage qui a marqué une génération, c'est Pyjama. Pyjama, pyjama, pizza, pizza, pyjama, piranha, piranha, pira, pira, piranha, piranha, pyjama, 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 brillant de tout notre cœur, ces oiseaux de valeur. Pyjama, c'est aussi un personnage qui a marqué beaucoup de gens. Mais oui, il y a la sorcière, comme dans tous les contes fantastiques. Et cette sorcière, elle veut m'enlever, et tous les animaux se mettent contre elle et interdisent qu'on me touche. D'ailleurs, la sorcière, la première fois, elle est née à cause d'un technicien à l'Olympia. Oui. Alors moi, j'étais en train de chanter devant un cyclo. Un cyclo, c'est un grand écran blanc où on projetait des lumières. Et tout d'un coup, j'entendais « Attention, attention !» Je dis « Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Il y a peut-être un truc terrible. » Et d'un coup, je me suis retournée très vite. Et là, j'ai vu des ombres passer énormes. Et bien forcément, c'est les ombres des techniciens avec des balais, des seaux qui passaient par derrière, mais que la lumière, ça se transformait en sorcière. Ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il y a des mélodies. Et aujourd'hui, on dit que soi-disant, les mélodies n'intéressent plus personne. Oh ben, on fait du son. Non. Les mélodies, ça se retient. Et quand il y a une belle mélodie, toute la France la chante. C'est pas vrai. Vous n'avez pas l'impression que Jean-Jacques est l'un des derniers mélodistes de la chanson française, Chantal Goya? Déjà, Jean-Jacques, c'est un génie, parce que toutes ces musiques, quand même, ce sont des musiques qui ont été faites en 80. En plus, en ce moment, il écrit beaucoup de choses, et il avait fait des très beaux disques sur Jean Gabin, justement, Un singe en hiver, quelle belle chanson. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui, même pour lui, pour les autres, et à chaque fois qu'il écrit, bon, pour moi c'est une chose, mais s'il écrit pour les autres, il avait fait Les Fables de La Fontaine, que j'avais chanté à l'époque, et Total de la Madeleine. Bon, ça s'est arrêté, mais voilà, il sait écrire, il sait épingler une robe sur l'artiste. Ça, c'est fabuleux. Et il sait décrire des personnages qui restent cultes, comme Pandi Panda. Là aussi, Pandi Panda est obligatoirement dans le soulier qui vole. Évidemment qu'il sera là. Il avait été créé après, mais je le remets, parce que je ne peux pas mettre mes succès, ne dire ah ben non, ça n'existait pas à l'époque. Non, je remets le Pandi Panda, je mets ce beau tableau du loup, avec toutes les louves, parce que c'est la tradition du music hall.
Et une tradition du music hall que vous perpétuez, parce que bon, il y a le Palais des Congrès, ensuite il y a une longue tournée de 40 dates, comment je crois à Châteauroux. Châteauroux, ça sera le 27, parce que c'est là où nous faisons la résidence, c'est là où nous allons répéter au MAC 36. Et j'invite tous les gens avec des enfants de venir, parce que ça sera magique, ce sera mon premier jour. Et après, nous partons sur l'île, sur Amiens aussi, le Zénith d'Amiens, et au mois d'avril, le 27 ou le 26. Et puis ensuite, on aura Toulouse, on a Montpellier, on a Marseille, on a Bordeaux, on a Limoges, toute la France. Toute la France que vous avez déjà parcouru, que vous retrouvez. Rouen aussi. Voilà. Et vous le retrouvez avec cet amour qui est justement le titre d'une chanson qui finit le spectacle. Ça, c'est le final du spectacle du Soulier qui vole. Ah oui, ça c'est mon final. On termine sur cette chanson. C'est un vrai final, quoi, écrit toujours par Jean-Jacques. Et il y avait aussi des chansons de Roger, mais là c'est Jean-Jacques. Avant, il faut construire ton paradis, et puis on repart en Alsace. On s'endort sur le soulier, et finalement c'était comme un rêve. Et je repars avec mon gros soulier, le Rando Géant Balthazar. Et vous repartez sur ce Soulier qui vole pour 1 année, 2 années, 3 années, de façon incroyable. Il y a un France 3 prépare un documentaire, Chantal Goya, l'Indestructible. L'indomptable. L'indomptable, oui. Et vous êtes l'indomptable. Et vous êtes indestructible aussi. Indestructible, c'est vrai, mais indomptable, parce que c'est vrai que peut-être que j'ai une personnalité très forte, mais ça vient de ma mère qui est quand même du Sud-Ouest. Elle est de Bagnères de type Bigorre, là-bas. Et mon papa était vosgien. Donc voilà. Alors ce Soulier qui vole, je le rappelle, c'est le 2 et le 3 février à Paris pour les congrès, dans toute la France ensuite, sur le site internet. Oui, on a tout sur les sites, de la FNAC, de partout. Et puis vous revenez quand vous voulez, parler de ce soulier, des futurs spectacles, parce que je crois qu'on n'en a pas fini avec vous, fort heureusement. Voilà, et puis on fera la vidéo à Lille, et on sera en mois d'octobre partout en France. Mais pour l'instant, c'est le soulier, la préparation, et tout ce qu'a écrit Jean-Jacques Debout, qui en est aussi le metteur en scène. Il faut pas l'oublier. Merci Chantal Goya d'avoir participé à ces Clés d'une vie. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie comme tous les jours. Nous, on vous retrouvera en octobre, c'est sûr, au micro de Sud Radio. Merci Jacques, merci. Et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres Clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain. Merci.